Bonjour, après cette courte pause de méditation, bienvenue dans la conférence Le Point, je gère le Coultre de ce soir. Évidemment, nous sommes tous en ce moment préoccupés par ce qui va se dire probablement dans une heure sur d'autres chaînes de télévision, mais nous vous proposons de passer une heure avec nous, une petite parenthèse pour pouvoir continuer à rêver malgré ce contexte. Et j'ai la joie aujourd'hui de vous accompagner dans ce parcours. Je me présente, je suis Sophie Garrick, j'ai la chance de diriger la maison Gégère Le Coultre pour la France, pour ses activités en France. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une conférence autour de l'art du son chez Gégère Le Coultre avec différents intervenants. Comme on n'a pas la chance aujourd'hui de pouvoir être ensemble physiquement, vous propose de découvrir une petite vidéo d'entrée de la boutique, comme si vous étiez là avec nous, et de découvrir ensemble où nous sommes et où nous vous recevons aujourd'hui. Alors nous voici, place Vendôme, par un temps magnifique. Comme aujourd'hui, nous entrons ensemble, nous découvrons Wassim, le directeur de la boutique que je vous représenterai tout à l'heure, et notre belle boutique de la place Vendôme, dans laquelle nous avons la chance d'avoir la place d'exprimer l'ensemble des métiers, des savoir-faire de la maison, les horloges Atmos, les montres féminines, masculines. J'espère un jour pouvoir vous y recevoir pour les faire découvrir. Ici, nous arrivons au premier étage d'où nous allons vous recevoir aujourd'hui avec Pierre, notre horloger qui s'active déjà pour préparer les montres pour vous, au cœur du salon VIP. Et nous nous y retrouvons dans quelques instants, dès que Pierre a fini de préparer les pièces que nous allons vous présenter. Des pièces incroyables, surprenantes, mais aujourd'hui, tout autour du thème du son. Nous voilà de retour. Je voudrais d'abord remercier Le Point pour cette magnifique opportunité de venir à votre rencontre, vous, les lecteurs du Point, que nous chérissons parce que nous savons que vous adorez l'horlogerie comme nous. Et aujourd'hui, nous allons vous faire vivre un parcours entre Paris, la vallée de Joux, où est située notre manufacture, avec différents invités que j'aimerais vous présenter à présent. Hervé Gallet, ici présent, journaliste au Point, dont j'imagine que vous avez pu découvrir les articles tout au long de vos lectures et que vous avez la chance de découvrir aujourd'hui, qui nous fera le plaisir d'interviewer aujourd'hui Stéphane Belmont, notre directeur du patrimoine, en direct depuis la Suisse. Le voilà, Stéphane. Merci Stéphane. Ravi de t'avoir avec nous grâce à la technique et à la magie de la technique ce soir. Et puis ce soir, nous avons avec nous aussi une partie de l'équipe de la boutique, à commencer par Wassim Matouti, que vous avez découvert tout à l'heure sur la vidéo de l'arrivée de la boutique, et Laurent Chabazian, qui travaille avec lui au cœur de la boutique. À la fin de cette session, après la découverte de notre patrimoine horloger en Suisse, après une séance d'interview que j'ai mentionnée et la découverte de quelques pièces d'aujourd'hui grâce à l'équipe de la boutique, nous aimerions pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long de la conférence à nous envoyer vos questions par le bouton questions-réponses de Zoom. On en prend note au fur et à mesure et on se donnera 10 minutes, un quart d'heure à la fin si on a respecté le timing pour pouvoir répondre à vos questions et terminer en temps et en heure parce qu'on a tous, je pense, envie de se connecter à autre chose à 20h. Donc merci beaucoup pour votre attention. Avant de voyager en Suisse, je vous propose de découvrir une petite vidéo qui raconte l'histoire et le savoir-faire de notre maison depuis sa création en 1833. Il est des moments où se dévoilent les origines d'un mythe. Fils d'un forgeron,
Antoine Lecoultre est un inventeur qui se plaît à allier l'intelligence et l'imagination. Son objectif, mesurer le temps. Peu à peu, il transforme la ferme familiale en atelier d'horlogerie. Antoine Lecoultre se met à créer des montres d'une grande précision. Après des années de recherche, il invente un instrument d'une précision inégalée, le millionomètre, capable de mesurer au micron près, lui permettant de concevoir des montres plus petites et plus précises. Toujours à la recherche de complications utiles, il crée un système qui rend caduque l'utilisation de clés pour remonter une montre et la mettre à l'heure. Il est des moments où, quand l'esprit cherche, l'intuition trouve. Le petit atelier grandit jusqu'à rassembler quelques 500 collaborateurs. En 1903, l'horloger parisien Edmond Gégère met la manufacture suisse au défi de produire les calibres ultra plats qu'il vient de concevoir. Jacques-David Lecoultre se lance dans l'aventure, parcourant 20 km à bicyclette depuis la manufacture jusqu'au poste de téléphone le plus proche. C'est ainsi que naît une grande collaboration. Dans les années 1920, la mode est aux montres bracelets féminines de très petite taille. Or, concilier miniaturisation et précision est une tâche difficile. La montre Duoplan résout cette complexe équation en disposant les composants sur 2 étages. La haute horlogerie s'ouvre ainsi aux femmes. Le plus petit mouvement mécanique du monde, le calibre 101, habille le poignet de la reine Élisabeth II le jour de son couronnement. Un mouvement mécanique est entraîné par un ressort moteur qui doit être remonté régulièrement. Le barillet fournit l'énergie aux roues, qui à leur tour la transfèrent au cœur de la montre, tandis que l'échappement régule cette énergie. C'est le mouvement du balancier qui contrôle l'échappement. Cette énergie régulée est finalement transmise aux aiguilles des heures et des minutes. Mais l'un des principaux défis est précisément de trouver cette énergie. Une solution consiste à associer 2 sources d'énergie indépendantes dans la même montre-bracelet. L'une pour la mesure du temps et l'autre pour le fonctionnement des complications. Le concept Dual Wing est né. Une autre solution, Atmos, le mouvement perpétuel. Aucune intervention de l'homme et quasiment aucune énergie. Cette pendule ne s'arrête jamais. Il suffit d'une fluctuation de température d'1 seul degré pour lui assurer une autonomie de marche de 2 jours. Depuis plus d'un demi-siècle, la pendule Atmos est le cadeau officiel de la Confédération helvétique. En 1931, pour répondre à un défi lancé par les officiers britanniques basés en Inde, l'horloger suisse crée une montre réversible capable de résister au choc d'un match de polo. C'est ainsi que naît la Reverso. À l'image d'une page blanche, le verso personnalisable du boîtier capture à jamais l'histoire de son propriétaire. L'équilibre entre Gégère et Lecoultre donne naissance à la marque Gégère-Lecoultre. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'horlogerie. Une quête permanente d'équilibre entre performance mécanique et harmonie esthétique. Il est des moments où se dévoilent les origines d'un mythe. Gégère-Lecoultre, open a whole new world. Une riche histoire, comme vous le voyez, qui nous permet aujourd'hui d'être une manufacture entièrement intégrée et qui nous permet d'abriter 180 métiers différents sous un même toit. Plus de 1200 calibres créés depuis le début de cette histoire de la manufacture. Plus de 400 brevets déposés. Une histoire contente d'innovation et de savoir-faire.
un état d'esprit de famille aussi, des valeurs solides qui nous permettent au fil des années de nous réinventer. Ça nous donnera certainement l'occasion de vous proposer d'autres conférences, mais pour aujourd'hui, découvrons le thème du jour, les montres à sonnerie, avec Stéphane Belmont, qui depuis la manufacture va nous faire découvrir les incroyables montres à alarme et à sonnerie, les répétitions minutes. Bienvenue chez Gégère Lecoultre. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Galerie du Patrimoine, qui est le lieu qui nous sert de musée dans lequel nous pouvons découvrir la riche histoire de la manufacture Gégère Lecoultre. Tout a commencé au XVIe siècle lorsque la famille Lecoultre, fuyant les guerres de religion en France, s'est installée à la vallée de Joux et a contribué non seulement au développement de la vallée, mais aussi au développement de l'horlogerie dans ce lieu qui est devenu depuis mythique pour toutes les grandes marques horlogères. Donc la famille Lecoultre s'est établie à la vallée de Joux, là où nous sommes encore aujourd'hui, et on voit la succession des membres de la famille qui ont contribué au développement de notre manufacture, avec Antoine Lecoultre, le fondateur, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, qui ont tous contribué au développement de la marque Gégère Lecoultre. Avant de faire de l'horlogerie, la famille Lecoultre était déjà experte dans le travail du métal et dans le travail de précision. Et par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, ils fabriquaient entre autres des claviers pour boîte à musique. Et leur spécialité était de tailler ces claviers dans une seule plaque de métal pour avoir un accordage parfait du son de ces boîtes à musique. On peut découvrir ici une petite vidéo d'une boîte à musique de l'époque et apprécier la qualité du son qui n'a pas varié depuis presque 200 ans. Voilà, et ensuite, Antoine Lecoultre a été, lui, le premier à se consacrer à l'horlogerie et il a, entre autres, introduit la précision dans l'horlogerie suisse en travaillant au micron. Et il a été le premier à travailler avec une telle précision et grâce à cela, ça lui a permis de créer des complications qui étaient beaucoup plus fiables, beaucoup plus précises et performantes que toutes les complications existant à l'époque. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'horloger des horlogers parce qu'il a commencé à vendre et à procurer donc ces complications à tous ses concurrents qui n'arrivaient pas à ce niveau de qualité et de performance. Et on peut voir ici un des nombreux registres dans lesquels nous avons gardé la trace de tous ces clients. Et on peut voir à l'étage inférieur les registres dans lesquels sont inscrits tous les horlogers qui s'approvisionnaient en complications à la manufacture. Nous allons maintenant continuer la visite dans une autre partie qui est en fait le bâtiment d'origine dans lequel vivait et travaillait le fondateur Antoine Lecoultre, donc cette ferme que l'on peut découvrir ici, qui fait partie encore aujourd'hui de la manufacture et notre manufacture s'est développée autour de cette ferme dans laquelle habitait Antoine Lecoultre. Et on peut apercevoir à l'étage supérieur les 6 fenêtres orientées vers le sud pour avoir la meilleure lumière, derrière lesquelles l'aventure a commencé et derrière lesquelles les premières complications ont été réalisées. Nous nous trouvons à présent dans la partie la plus ancienne de la manufacture, là où tout a commencé, là où Antoine Lecoultre vivait et travaillait. Et au centre de cette pièce, nous avons une vitrine qui regroupe plus de 400 calibres, donc mouvements mécaniques différents, qui font partie des plus de 1200 mouvements qui ont été créés par la manufacture Gégère Lecoultre. Et cela représente la créativité, l'innovation dont a fait preuve notre marque dès sa création. Et non seulement la quantité est impressionnante, mais aussi la diversité avec des calibres très complexes, des calibres de petites dimensions, des ronds, des rectangulaires, des mécaniques à remontage manuel
ou un remontage automatique. Et on peut voir cette créativité qui est extraordinaire et qui est unique pour une marque d'horlogerie. Voilà, ici, c'est l'étage où l'on peut apercevoir dans l'arrière-plan les fenêtres derrière lesquelles travaillait Antoine Lecoultre. Donc, ces fenêtres qui sont orientées face au village de Le Sentier et également un établi qui est très similaire à celui que devait utiliser Antoine Lecoultre à l'époque, avec tous les outils des horlogers nécessaires à réaliser les plus beaux mouvements à complications au XIXe et au XXe siècle. Nous allons maintenant découvrir ensemble l'exposition Soundmaker, une exposition temporaire dédiée à toutes les créations acoustiques de la marque Jaeger-LeCoultre. Et bien entendu, cette exposition commence avec la fameuse boîte à musique que nous avons écoutée tout à l'heure en début de visite. Et dans les vitrines suivantes, nous pourrons découvrir les toutes premières montres avec système acoustique que l'on appelle les répétitions d'écart ou répétitions minutes qui sonnaient l'heure sur demande et qui étaient souvent combinées à d'autres complications telles que des chronographes ou des calendriers perpétuels, comme nous pouvons découvrir sur cette montre. Parfois, elles étaient seules, simples, et l'on voit une montre très pure, mais qui est équipée d'une acoustique très particulière puisque nous avons utilisé un troisième marteau pour enrichir la sonnerie de cette pièce. Un autre exemple de création du 19e siècle est une création avec répétition minute, mais avec une petite scène animée sur la face avant de la montre que l'on appelle un jacquemart, qui est connecté au mécanisme de répétition minute et qui vient s'animer lorsque la répétition minute est activée. La deuxième partie de l'exposition Soundmaker dédiée au son s'intéresse à une autre création de Jaeger-LeCoultre qui s'appelle Memovox, qui est donc une fonction alarme qui a été créée en 1950. On peut voir ce modèle qui date de cette année de création et qui donc est une fonction qui s'exprime sur le disque central et qui permet d'être utilisée comme réveil ou comme rappel acoustique. Une autre création de l'époque assez intéressante qui utilise cette fonction Memovox est la Memovox Parking avec ce petit P imprimé sur le disque central avec une échelle sur 30 minutes, 1 heure et 2 heures qui permettait d'éviter d'être amendé en rappelant le temps du parcomètre. Ensuite, l'exposition retrace l'évolution de cette complication à travers les décennies et on peut faire une pause sur un modèle emblématique équipé du calibre Memovox qui est la fameuse montre Polaris, qui est une montre unique puisqu'elle utilise un rappel acoustique pour le temps de plongée. Donc ça, c'est une invention Jaeger-LeCoultre que l'on voit ici sur cette Polaris et qui permettait donc d'avoir un rappel acoustique pour que le plongeur puisse remonter à temps à la surface. Et puis enfin, la partie Memovox s'achève sur l'expression contemporaine du Memovox que l'on retrouve dans la Master Control, avec ici la première Master Control réveil sur la gauche qui a été créée en 1994 et qui est la digne ancêtre de modèles que nous connaissons aujourd'hui. Et pour terminer notre découverte des montres à sonnerie, je vous invite maintenant à vous approcher des vitrines de notre collection Ibris Mechanica qui fait un focus sur les pièces équipées de répétition minute. Celle-ci qui est donc une montre à répétition minute avec indication de la voûte céleste et d'un tourbillon qui indique l'heure sidérale. Juste à côté, un modèle avec une interprétation rectangulaire d'un mécanisme de répétition minute qui vient se loger au cœur du boîtier réversible de notre icône Reverso. Et juste à côté, la montre la plus compliquée jamais réalisée par Jaeger-LeCoultre, la duomètre à grande sonnerie, qui en plus de la répétition minute est équipée d'un mécanisme qui va sonner l'heure automatiquement tous les quarts d'heure en reprenant la sonorité
de Westminster à Londres. Ainsi s'achève notre visite. J'espère qu'elle vous a plu et pouvoir un jour vous accueillir ici, chez Gégère-Lecoultre, dans la manufacture de la Vallée de Joux. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage et ce bon moment passé en Suisse où nous espérons en effet bientôt pouvoir voyager dans des conditions optimales pour découvrir tout le reste, aussi nos artisans qui ont fait justement toutes ces belles pièces. À présent, je vais passer à des pièces d'aujourd'hui. On avait envie de vous faire découvrir ensemble dans la boutique des pièces de notre collection actuelle, puisque ce savoir-faire qui date, comme vous l'avez vu, du tout début de l'histoire de la maison, nous l'entretenons et nous le faisons perdurer au travers des années avec des innovations constantes. Et l'équipe va donc vous présenter 3 pièces de la collection actuelle, Polaris, Master et une Ibris, c'est-à-dire une pièce extraordinaire de haute horlogerie. Je ne vous en dis pas plus, je vous les laisse découvrir. Bonsoir et bienvenue dans l'univers Gégère-Lecoultre. Ce soir, depuis notre boutique à la place Vendôme, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre et Laurent qui vont vous faire découvrir 3 de nos créations autour de l'art du son. Ces 3 garde-temps sont de véritables recettes de notre maison. Messieurs, à vous la scène. Merci. Bonsoir, je suis Laurent. Je suis très heureux ce soir de vous présenter ces 3 pièces de la collection Gégère-Lecoultre qui rend hommage au calibre à sonnerie. À l'occasion des 70 ans de la naissance du système Memovox, la maison a souhaité relancer la collection Master Control et créer une montre inédite dans la collection Polaris. J'aurai ensuite plaisir à vous présenter cette pièce de la collection Ibris Mechanica, la montre Ibris 11. En concevant cette montre d'une sophistication très urbaine, les designers de Gégère-Lecoultre ont repris les codes du design classique de la maison et les ont redéfinis dans une nouvelle esthétique raffinée mais résolument contemporaine. Merci Laurent. Bonsoir à tous. Laissez-moi vous présenter une icône de la maison, la Master Control Memovox, montre à sonnerie. Dernière née de sa génération, avec son boîtier de 40 mm en acier, un très joli cadran argent avec des index facettés, polymiroirs, les 2 couronnes bien évidemment, la couronne supérieure qui permet le réglage de l'alarme, ainsi que son remontage. Voilà, nous allons mettre l'alarme sur 9 heures. La couronne inférieure permet la mise à l'heure et le remontage de la pièce. Donc là, nous allons lancer le déclenchement de l'alarme. Voilà, un très joli bruit qui est réalisé par le marteau 6 joints qui frappe le timbre qui est sur son pourtour. Le mouvement finition Côte de Genève avec sa masse oscillante en or 24 carats. Elle également facettée et finition Côte de Genève, avec un bracelet système interchangeable que vous pouvez changer à votre guise. Cette nouvelle montre de plongée s'inscrit dans la lignée des modèles sportifs de Memovox, dont l'alarme servait de signal sonore pour rappeler aux plongeurs qu'il était temps de remonter à la surface. Cette montre s'envisage pour les hommes qui aiment l'adrénaline au quotidien, car cette nouvelle interprétation a tout pour plaire. Des finitions raffinées et un design à la puissance affirmée, avec tous les codes de la montre de plongée. Merci Laurent. Voici la Polaris Mariner Memovox, la toute dernière sortie de la maison, avec son cadran bleu abyss et toutes les indications luminescentes que nous avons sur les cadrans, les codes de la Memovox avec les 2 couronnes. Simplement, celle-ci est dédiée à la plongée, donc nous avons une couronne supplémentaire, clin d'œil à la montre de 1968. Comme sur l'autre Memovox, nous avons la couronne supérieure pour le réglage de l'alarme, qui permet la rotation du disque central, finition soleillée, comme ceci. La couronne centrale est vissée. Elle permet un réglage de la lunette crantée pour une gestion de son temps d'oxygène en plongée, avec une indication orange pour dire
si oui ou non la couronne est verrouillée. La couronne inférieure permet la mise à l'heure avec le déclenchement de l'alarme. Sa large ouverture de boîte nous permet une meilleure lecture du cadran avec sa finition grainée sur le pourtour. Son bracelet acier avec une ouverture facile et une meilleure lecture à l'arrière. Vous pouvez profiter du mouvement qui est ouvert avec un fond vitré, avec ici le timbre et la masse oscillante. Le modèle existe avec un bracelet caoutchouc. Onzième opus de la collection Ibris Mechanica et première grande complication ultra plate, la montre Master Ultracine Minute Repeater Flying Tourbillon en or gris est la plus fine de sa catégorie avec une hauteur de seulement 7,8 mm et un diamètre de 41 mm. Merci Laurent. Alors là, laissez-moi vous présenter une pièce exceptionnelle. La Ibris 11. Montre tourbillon volant, répétition minute. Donc une très belle pièce d'horlogerie. Boîte en or gris avec une masse périphérique que l'on peut voir par les petites ouvertures sur le pourtour du cadran. Cadran argent avec finition grainée qui donne un rendu très lumineux. Des aiguilles polymiroirs et satinées. Une large ouverture sur le tourbillon volant que l'on peut voir, qui est maintenu à sa base. La mise à l'heure par la couronne. Un boîtier Ultracine de 7,8. Une belle ouverture sur l'arrière avec le mouvement en maille short et ses finitions Côte de Genève. Ces deux timbres. Pour le déclenchement de la répétition minute, un déverrouillage se fait par ce bouton-là, ce qui permet au poussoir de se libérer. Un déclenchement d'une simple pression. Une très belle pièce. Merci pour votre attention. Nous avons été très heureux de vous présenter les derniers garde-temps de la maison Jaeger-LeCoultre, ces calibres fabuleux à sonnerie. Nous serions à présent très heureux de vous accueillir ici dans nos salons et pourquoi pas de poursuivre l'expérience autour d'une masterclass avec Pierre que vous connaissez à présent. Encore merci à tous et à très bientôt ici Place Vendôme. Merci beaucoup à Wassim, Laurent et Pierre pour ce partage en détail de ces trois belles pièces. Et puis, même si aujourd'hui elle n'est pas là à la boutique, nous ne résistons pas à vous présenter la pièce exceptionnelle d'entre toutes, la répétition minute ultime de chez Jaeger-LeCoultre et j'oserais quand même presque dire de l'horlogerie. Une pièce que nous avons présentée au Salon international de l'horlogerie en 2019 et que nous commençons cette année à livrer aux 18 heureux élus qui ont choisi de nous la commander. C'est la Master Grande Tradition Giro Tourbillon Westminster Perpétuel. Désolée pour ce nom à rallonge, mais c'est une répétition minute exceptionnelle qui, vous allez le voir, a un carillon très particulier dont je pense que vous allez reconnaître le son.
Et voilà, je pense que vous l'aurez reconnu, cet incroyable timbre à 4 notes, enfin c'est 4 timbres dans la montre qui nous joue la sonnerie de Big Ben dans cette montre d'un boîtier somme toute tout à fait portable de 43 mm. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas à la boutique aujourd'hui parce que c'est une pièce tout à fait exceptionnelle, mais c'est vraiment l'aboutissement de l'ensemble de ce savoir-faire de montre à sonnerie qui nous permet de proposer aujourd'hui ce type de pièce. Et je vous l'annonce un petit peu à l'avance, d'autres choses extraordinaires que vous découvrirez aussi lors du Watches and Wonders qui aura lieu à Genève à partir du 7 avril. Je vous engage d'ores et déjà à vous enregistrer sur la plateforme qui s'appelle donc Watches and Wonders. Si vous voulez assister aux présentations de toutes les maisons et bien sûr surtout de celle de Gégère-Lecoultre à partir du 7 pour découvrir les incroyables nouveautés que nous vous présenterons à ce moment-là. Je vais passer maintenant la parole à Hervé Gallet, qui est ici présent, et à Stéphane Belmont depuis la Suisse pour une petite interview autour des montres à sonnerie, pour vous en apprendre, je l'espère, encore plus sur les secrets de ces montres étonnantes. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sophie, bonsoir Stéphane. Très heureux d'être ici avec vous. Alors, je voudrais commencer en disant merci à la technique. On ne peut pas être ensemble ce soir, mais au moins, nous pouvons au moins nous voir et nous entendre. Et puisqu'il est question de montres sonores, j'ai cherché des expressions reliant l'horlogerie aux 5 sens. Et en fait, j'ai surtout trouvé des exemples liés à la vision. On dit « regarder sa montre », on dit « non, mais t'as vu l'heure ». Et si on écoute sa montre, c'est plutôt pour savoir si elle fonctionne bien. Alors, ma première question, Stéphane, c'est pourriez-vous nous expliquer d'où provient le son le plus célèbre en horlogerie, le tic-tac? Bonsoir Hervé, bonsoir Sophie. Oui, c'est un plaisir d'être connecté avec vous ce soir grâce à la technique. Donc, le tic-tac de la montre provient de l'organe qui va donner la précision à l'heure de la montre, c'est-à-dire l'échappement qui, lui, fonctionne avec le balancier et qui donc, le balancier faisant des allers-retours, va faire fonctionner une encre qui, elle, va venir bloquer une roue qui s'appelle la roue d'échappement. Et chaque fois qu'elle bloque cette roue et qu'elle la libère, ça va donner un tic et un tac afin de donner une précision parfaite à la montre. Donc le tic-tac est en fait le bruit de l'organe qui règle la précision de la montre. Et c'est effectivement, on parle aujourd'hui de regarder l'heure, mais si on regarde dans l'histoire de l'horlogerie, en fait, on a d'abord entendu l'heure. Il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir l'heure miniaturisée que l'on peut porter au poignet, l'heure était donnée en fait par les clochers, donc par les horloges qui avaient été développées pour les clochers. Et les clochers, eux, sonnaient l'heure et donc à défaut de pouvoir lire l'heure sur le clocher parce qu'on était souvent trop loin de celui-ci, on écoutait l'heure et on pouvait l'entendre loin à la ronde. Et c'est au départ, on entendait l'heure et aujourd'hui, effectivement, on lit l'heure. Donc, le tic-tac est un bruit, mais quittons le bruit pour le son. Connaît-on l'origine exacte des montres qui donnent l'heure de façon sonore et à quoi servait-elle au départ? Alors, pour l'exactitude, il faut regarder plutôt notre savoir-faire horloger. Quant à l'histoire, on n'a malheureusement pas l'effet exact quant à l'origine de ces montres à sonnerie, donc les répétitions minutes. On pense qu'elles étaient faites, certains imaginent qu'elles étaient faites pour pouvoir écouter l'heure la nuit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et donc si on voulait regarder l'heure, il fallait allumer une bougie, ce qui a conduit certainement à de nombreux incendies dans les villages et dans les villes. D'autres prétendent que c'était lors de longues auditions ou assemblées à la cour royale et qu'on ne pouvait pas baisser la tête pour regarder son garde-temps de peur d'être mal vu par le roi. Et donc, on pouvait écouter l'heure discrètement dans sa poche, étant donné la taille des salles. Mais on n'a pas, malheureusement, de traces écrites ni d'historiens qui ont pu retrouver l'origine exacte des premières montres à sonnerie. Parmi toutes les complications, chronographe, quantième perpétuel, petite sonnerie, grande sonnerie, carillon, etc., tourbillon, quelle est selon vous la plus difficile à réaliser?
Au niveau des complications, c'est certain que les complications en sonnerie sont les plus complexes de toute l'horlogerie. Non seulement parce que c'est un mécanisme qui doit venir lire la position des aiguilles et ensuite retranscrire cette position d'aiguille, donc l'heure, en nombre de notes qui vont être sonnées sur 2, 3 ou 4 timbres. Et donc, cette retranscription demande un mécanisme extrêmement complexe, extrêmement petit et qui doit être parfaitement synchronisé afin d'avoir une sonorité parfaite de l'heure qui est indiquée. Et la complexité vient également de l'émission acoustique finalement, parce qu'avec le même mécanisme de base, donc le même mécanisme horloger, suivant le boîtier donc, dans lequel on va venir positionner ce mécanisme, chaque fois le son va être différent. Donc en fait, l'horloger ne peut pas prédire à l'avance le son qu'aura la montre, et il doit procéder à des réglages qui sont individuels et qui vont dépendre non seulement du boîtier, mais également de sa dimension, de sa matière et bien entendu de nombreux petits paramètres qu'il faut ajuster, tels que la force de frappe des marteaux sur le timbre, la régularité de la frappe et bien sûr avoir un accord parfait non seulement de la note jouée par le timbre, mais également de l'harmonie entre les différents timbres dans la montre. Donc on voit que l'acoustique va prendre également un temps très considérable par rapport au travail d'horloger, ce qui finalement ne se retrouve pas dans les autres complications. Lorsque vous prenez un calendrier perpétuel ou un chronographe, le mouvement fonctionnera de la même manière qu'il soit emboîté dans une montre en acier, en or, de petite ou de grande dimension. Dans le domaine des montres sonores, lorsqu'il a fallu passer du format montre de poche à format montre de poignet, quelles ont été les principales difficultés et quelles ont été les innovations majeures de Jaeger-LeCoultre? Alors c'est un process qui a pris énormément de temps parce qu'il a tout d'abord fallu miniaturiser un mécanisme qui était déjà très complexe, même dans la taille d'un boîtier de montre de poche. Ensuite, il a fallu, après la miniaturisation, pouvoir retravailler toute l'acoustique de la montre, parce qu'on passait d'un boîtier relativement grand, non étanche, avec des parois plutôt fines, qui permettaient d'avoir vraiment un son qui allait sortir de la montre et qui allait pouvoir vraiment être apprécié, d'un mécanisme qui allait être logé au cœur d'un boîtier beaucoup plus petit, lorsqu'il s'agit d'une montre de poignet. Et ce boîtier, non seulement de par sa taille réduite, mais aussi pour pouvoir répondre aux exigences de la vie moderne, doit être étanche. Donc on va mettre des joints entre les différents éléments qui vont venir amortir la vibration sonore qui est créée à l'intérieur de la montre. Donc il a fallu aussi recréer des mécanismes plus puissants pour que le son puisse sortir de la montre. Dans cette optique, Jaeger-LeCoultre a fait preuve de beaucoup d'inventivité au XXIe siècle particulièrement, en inventant des moyens d'émettre le son complètement nouvelles, c'est-à-dire au lieu de simplement venir frapper sur un timbre c'est un petit peu comme une corde à piano qui va vibrer et créer le son, à l'intérieur de la montre, on a connecté en fait les timbres directement sur la glace saphir de la montre, donc en utilisant une technologie moderne qui permet de souder du métal sur de la glace saphir. Et donc la glace de la montre va se transformer en haut-parleur et les vibrations vont passer directement du timbre à la glace et donc le son va être émis à l'extérieur de la montre. Ça a été une invention majeure qui a permis de combiner un son riche, fort, avec des boîtiers qui sont étanches et de beaucoup plus petites dimensions. C'est une invention parmi d'autres, donc il y a beaucoup d'autres inventions qui ont été aussi réalisées afin de pouvoir améliorer la transmission de la force et de l'énergie et de pouvoir également donc avoir des marteaux qui puissent transmettre plus d'énergie dans des volumes tout à fait réduits. Quels sont les métaux les plus adaptés aux montres à sonnerie et est-ce que chaque alliage fournit un son différent?
Absolument. Donc ça, c'est une caractéristique de toutes les montres à sonnerie, qu'elles soient répétition minute ou, comme on l'a découvert dans l'introduction des montres Memovox, le son va vraiment dépendre du boîtier de la montre, donc non seulement de ses dimensions, mais de sa matière. Les matières plutôt dures, telles que l'acier, le titane, vont avoir tendance à augmenter le volume du son, donc on aura un son qui va être plus fort, mais qui sera certainement moins riche, un peu plus froid. Et les matières plus lourdes, un peu plus molles également, telles que l'or ou l'argent, vont avoir des propriétés qui permettront d'avoir un son plus riche, plus mélodieux, mais qui vont diminuer le volume sonore. Donc il faut arriver à trouver en fait le bon compromis entre les matières. Et pour nous, l'or gris semble être la matière qui permet d'obtenir un assez bon volume tout en ayant une très bonne richesse du son. Malgré tout, grâce à l'invention dont nous avons parlé juste avant, le timbre cristal, donc ce timbre qui est connecté à la glace saphir et qui donc sert de membrane acoustique à l'extérieur de la montre, notre son va dépendre moins du boîtier puisqu'on crée le son finalement à l'extérieur de la boîte. Et donc le boîtier en or gris permet d'enrichir le son tout en conservant un volume de bonne qualité grâce au timbre cristal. Parmi les collections historiques que gère Lecoultre, il existe une montre qui occupe une place vraiment à part, la Memovox Deep Sea. Pourriez-vous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors la Memovox Deep Sea, comme son nom l'indique, est équipée du calibre Memovox, donc ce calibre qui est relativement unique. On trouve très peu de montres réveil mécaniques sur le marché, déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui. Et donc c'est la toute première montre de plongée qui a été équipée d'un rappel acoustique pour le temps de plongée. Donc on a découvert lors de la présentation la montre Polaris, qui est celle qui a donné naissance à notre collection actuelle, qui est un modèle de plus grande dimension et avec un design des années 60. La Memovox Deep Sea, quant à elle, a été créée juste avant, en 1959, et a été vraiment la première montre, non seulement de Jaeger-LeCoultre, mais la première montre mondiale qui utilisait ce rappel acoustique. Et donc, ça a libéré le plongeur finalement du besoin de regarder sans cesse sa montre pour savoir s'il devait remonter à la surface ou non. Et ça lui a permis donc, pour la première fois, d'avoir un rappel acoustique pour remonter à la surface. Et donc, c'est grâce à la Deep Sea que plus tard est née la Polaris et qui a donné donc naissance à cette collection qui fait partie des collections, des nombreuses collections de Jaeger-LeCoultre. Stéphane, vous parlez de la Memovox avec beaucoup de tendresse. J'aimerais savoir quelle est votre montre sonore Jaeger-LeCoultre préférée. La Memovox, bien entendu, reste ma montre préférée en termes de sonnerie parce que c'est un modèle qui est, de par son design, qu'on a vu son design, que ce soit dans une montre Master Control ou une montre Polaris, le design reste très classique, très simple. Finalement, c'est une montre qui indique l'heure, les minutes, les secondes et avec une indication de la date à 3 heures. Et finalement, c'est uniquement le petit disque au centre équipé de ce triangle pour régler l'heure du réveil ou l'heure du rappel qui va montrer que ce n'est pas une montre simple conventionnelle, mais que c'est une Memovox équipée d'un réveil mécanique. Et donc, je trouve que d'avoir une complication qui a une expression très simple, très discrète dans le design de la montre est quelque chose d'assez fascinant. Et c'est vrai que quand on fait sonner cette montre, lorsqu'on a une assemblée ou des amis, et que tout d'un coup on entend ce son qui nous rappelle un petit peu la cloche d'une sonnerie d'école, tous les regards se tournent et tout le monde se demande un petit peu d'où vient un son qui rappelle les réveils d'antan. Et c'est quelque chose qui vraiment attire l'attention et fascine, même pour ceux qui sont déjà férus de belle horlogerie et qui connaissent bien la belle horlogerie. Alors je sais que l'heure tourne. Que reste-t-il à inventer dans le domaine des montres à sonnerie? Et est-ce que Jaeger-LeCoultre travaille actuellement sur une piste technique particulière? Est-ce que vous pourriez lever le voile sur des petits secrets croustillants?
Alors, il reste bien sûr énormément de choses à inventer. On voit que même encore au XXIe siècle, on a pu inventer de nombreuses nouvelles manières d'améliorer les répétitions minutes, d'améliorer le son des montres à réveil. Euh, je ne pourrais pas vous dévoiler ce soir les secrets qui sont en développement chez Gégère-Lecoultre, mais on a des rêves. Par exemple, on rêve d'avoir peut-être une montre à grande sonnerie. On a découvert tout à l'heure cette montre à carillon qui est donc équipée de 4 timbres qui permet de sonner une mélodie. Donc on a choisi celle qui est la plus fameuse en horlogerie, qui est la sonnerie Westminster de Big Ben à Londres. Mais ça serait sans doute formidable de pouvoir finalement changer la mélodie et d'avoir une mélodie qui soit une mélodie selon les desiderata de la personne qui achète la montre, et donc de pouvoir changer les notes, de pouvoir changer la mélodie pour adapter cette sonnerie et rejouer un autre morceau qui serait le morceau que le client aurait choisi. On rêve également peut-être d'avoir une reverso équipée d'un réveil et qu'on puisse avoir le réveil qui s'exprime sur la face arrière de la reverso, donc de pouvoir miniaturiser cette fonction pour la loger au cœur d'un boîtier réversible. On rêve également peut-être d'une pendule Atmos que l'on a rapidement découvert en introduction. C'est une pendule magique puisqu'elle est proche du mouvement perpétuel. Elle a été inventée dans les années 20 et ne nécessite aucune batterie, pas d'électricité, pas de remontage manuel. Donc il y a une source d'énergie mystérieuse qui la remonte, mais cette source est très faible, donc c'est une pendule qui utilise très peu d'énergie, et on a vu que pour avoir une montre à sonnerie, il fallait avoir relativement beaucoup d'énergie, donc de pouvoir inventer un mécanisme qui utiliserait le peu d'énergie disponible d'une Atmos pour créer une sonnerie serait également une invention fantastique pour l'horlogerie et pour Gégère-Lecoultre. En vous écoutant, une question se pose, est-ce qu'une montre sonore est un instrument de musique? Oui et non, parce que la montre est quelque chose qui, en sonnant, qui va créer un joli son, une jolie mélodie. Mais l'instrument de musique, lui, va bien au-delà, puisqu'il ne s'agit pas que de jouer une mélodie déjà prédéterminée. L'instrument de musique va bien sûr dépendre de l'interprète, donc du musicien, qui va utiliser cet instrument. Et avec les mêmes notes, un musicien de talent de haut niveau pourra créer finalement un son encore plus merveilleux avec un instrument qu'un profane ne sera pas forcément bien utilisé. Mais finalement, nos horlogers considèrent les montres à sonnerie comme un instrument de musique parce que eux sont un peu les interprètes et c'est eux qui vont travailler sur la montre et qui vont essayer de créer le son qui leur semble le meilleur afin de procurer une émotion chaque fois que l'on entend sa montre. Leur Pâques approche et ça m'offre un lien idéal avec les cloches, qui ont été les premiers accessoires à indiquer le temps de façon sonore. Quand les cloches sonnent en Suisse, ce qui arrive quand même assez souvent, est-ce que vous tendez l'oreille pour percevoir le rythme, la puissance, la mélodie? Détournement, enfin, alors, quand les professionnel. cloches sonnent en Suisse, c'est vrai qu'elles ne sonnent pas qu'à Pâques, parce qu'on a toute l'année nos vaches qui sont équipées de magnifiques cloches également, qui sont des œuvres d'art, tout comme les cloches que l'on peut entendre à Pâques, qui sont aussi réalisées dans des très belles fonderies. Donc on a l'habitude d'entendre les cloches et finalement on tend l'oreille non seulement à Pâques, mais tout le reste de l'année, puisque ce son est un son qui est un petit peu rassurant, un son qui est apaisant. Et finalement, on parlait du bruit au départ, le son, lui, est le côté, l'acoustique est quelque chose de beaucoup plus musical et qui a tendance à plutôt nous apaiser et à nous donner une certaine sérénité. Et c'est quelque chose donc qui est remarquable, et d'où le plaisir finalement lors d'événements comme Pâques de pouvoir tendre l'oreille et d'écouter le son. Merci Stéphane pour toutes vos réponses. Alors Merci Hervé, merci Stéphane. On a hâte de venir entendre le son des cloches des vaches aussi en Suisse.
En attendant, et pour terminer, comme promis, j'ai quelques questions reçues du public. J'espère que vous serez d'accord de vous prêter à cet exercice. Je commence par la première. Est-ce que les montres sonores sont celles qui représentent le côté émotionnel le plus fort? Bon, vous avez le droit de répondre l'un ou l'autre ou les deux, hein. Avec votre cœur, j'espère, parce que c'est une question subjective, bien sûr. Je vais peut-être prendre celle-ci. Alors, effectivement, le côté émotionnel est très, très fort avec une montre sonore parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est unique. Donc, chaque montre va avoir un son différent. Et contrairement au bruit, le son, lui, est quelque chose qui est rassurant et qui traduit aussi une grande dextérité, beaucoup de travail. Donc, on a vraiment non seulement l'émotion chaque fois qu'on peut écouter finalement quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, c'est-à-dire qu'en regardant sa montre, on ne peut pas voir le son, mais lorsqu'on l'écoute, il y a quelque chose de magique. On voit des petits marteaux qui s'activent, qui frappent sur des timbres, et une mélodie qui sort de cet objet. Et on pense finalement à tout le travail des horlogers qui ont réglé, qui ont ajusté, qui ont peaufiné ce son pour nous procurer cette émotion que l'on peut porter au poignet. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question qui commence d'ailleurs par un remerciement parce qu'il nous est indiqué avant tout, je tiens à remercier Gégère Lecoultre et Le Point. Donc j'en profite pour moi aussi remercier de nouveau toute l'équipe et Le Point pour cette opportunité. Et la question est, est-il techniquement possible de mettre un mouvement à sonnerie dans une boîte rectangulaire? On voit où il ou elle veut en venir. Y avez-vous songé pour la Reverso? Sinon, accepteriez-vous une commande spéciale? Ça y est, on a un fan. Tout à fait, ça fait partie de nos rêves, tout à fait. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce que le boîtier Reverso est très petit et que pour avoir un mécanisme à maçonnerie, il faut relativement beaucoup de place et surtout de la place pour l'énergie de la sonnerie. On voit c'est quelque chose qui nécessite énormément d'énergie. Dans le Memovox, on a 2 barillet de même dimension. Un barillet qui va fournir l'énergie pour la montre et un barillet similaire uniquement pour la sonnerie. Et donc, cette sonnerie, pour qu'elle soit finalement suffisamment forte pour nous réveiller ou pour nous rappeler le temps de plongée, va actionner un marteau qui, contrairement à une répétition minute qui a un son cadencé relativement lent, le marteau de la Memovox va frapper 77 fois par seconde pendant plus de 20 secondes. Et donc, il faudrait trouver un moyen de pouvoir miniaturiser ou de trouver une source d'énergie suffisante pour pouvoir loger ce mécanisme au cœur d'une Reverso. Et surtout, il faudrait voir comment exprimer cette fonction sur les 2 faces de la Reverso, d'avoir peut-être une Reverso classique sur l'avant et la fonction réveil sur la face arrière. Mais ça fait partie effectivement de nos rêves. Et, indices, Stéphane. Ouais. On va trouver les solutions. Nos horlogers vont plancher sur la question. Tout à fait. Alors attention, ça peut parfois prendre des années. Les grandes complications, comme on a pu voir tout à l'heure, sont souvent le fruit de 3, 4, 5 ans de recherche et de développement de multiples personnes. Donc on n'aura pas forcément la réponse tout de suite à vos questions, mais voilà, restez attentifs et aux dernières nouveautés Gégère Lecoultre. J'ai une question en anglais, donc j'espère que le reste de la conférence a été clair pour la personne qui nous l'a posée en anglais. Je vais la poser en anglais et en français. Du coup, if there is one only JLC a woman should own in her life, what model should it be? Donc, s'il y avait seulement un modèle qu'une femme devrait posséder chez Gégère Lecoultre dans sa vie, lequel serait-ce? Alors, bon, du coup, je vais à moitié répondre. Si c'était moi, ça serait une Reverso comme je porte et j'ai la chance, travaillant chez Gégère Lecoultre, d'avoir pu concrétiser ce rêve, d'avoir une Reverso en or que j'adore et qui est à la fois une montre et un bijou. Parce que c'est vrai que pour une femme, c'est important que la montre soit aussi un objet de style. Mais quand même, comme aujourd'hui on parle des montres à sonnerie, je voudrais quand même évoquer une montre à sonnerie qu'on n'a pas beaucoup mentionnée dans notre histoire, qui est une montre féminine, qui est la Rendez-vous Sonatina, car l'heure peut sonner de façon aussi poétique.
C'est une montre féminine, ronde, de chez Gégère-Lecoultre, qui a l'avantage, au travers du réglage de l'alarme, de vous permettre de pouvoir marquer un rendez-vous que vous avez, d'où le nom de la montre. Et de façon discrète et galante, ne pas oublier ce rendez-vous professionnel ou galant d'ailleurs. Je ne sais pas, toi, Stéphane, avec ton regard d'expert, quel serait ton élu pour les femmes Gégère-Lecoultre? Je crois que c'est difficile déjà de trouver une femme qui se contenterait dans sa vie d'une seule montre, mais si c'était le cas, certainement une Reverso Duetto, parce que effectivement, comme on le voit, c'est quelque chose d'unique en horlogerie. Non seulement c'est un design qui est très pur, très classique et très élégant, mais qui en même temps a un contenu horloger de haut niveau et qui est absolument unique par son mouvement qui indique des fonctions sur les deux côtés. Donc on a le meilleur de la haute horlogerie combiné avec un design iconique de l'horlogerie. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend cette montre désirable. Et si on ne devait en avoir qu'une, je pense que c'est exactement ce modèle qu'il faudrait choisir. Vous validez, Hervé? Absolument. Merci. Bon, c'est unanime. J'ai une dernière question parce qu'après, je crois qu'il va falloir qu'on vous laisse avec notre ami Emmanuel. Quels marchés sont particulièrement sensibles aux montres sonores? Stéphane, je pense que tu veux peut-être nous donner un éclairage sur cette question. Alors, on a vraiment des personnes qui apprécient les montres sonores à travers le monde. On n'a pas une région du monde plus particulièrement adepte aux montres à sonnerie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment universel et qui fait vibrer le cœur des gens, quelle que soit leur nationalité ou leur pays d'origine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré un petit peu dans la culture. Et le son, le travail du son, le travail de la matière pour pouvoir émettre le son, c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment sur tous les continents. Et quand on voyage, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fascine de découvrir des sonorités nouvelles, que ce soit sous forme d'instruments ou sous forme d'interprétations différentes de cloches. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment universel et qui crée une émotion, quel que soit son pays d'origine. Et c'est vrai qu'on est ravis en tant que maison qui a développé ce savoir-faire sur des montres de très grandes complications, de pouvoir aussi le proposer pour presque tous les portefeuilles, puisque nos montres Memovox sont dans une gamme de prix qui est quand même beaucoup plus accessible que les répétitions minutes. Une répétition minute, ça se compte en centaines de milliers d'euros, même parfois au-delà du million d'euros, tandis qu'une Memovox est accessible à des bourses qui vont économiser entre 10 et 20 000 euros selon les modèles. Et ça permet de rendre accessible cette émotion de la sonnerie au plus grand nombre et du coup à différents types de sensibilité et de marché. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour de la question. En tout cas, on a fait le tour de l'heure qu'on s'était accordée. Alors, je voudrais vous remercier tous, Hervé, Stéphane, bien sûr, en premier lieu, Wassim, Laurent et Pierre, qui vous ont présenté aussi les montres. On a hâte de pouvoir vous rencontrer pour pouvoir répondre à toutes vos autres questions sur ces montres à sonnerie et aussi sur toutes les autres, dès que la situation nous le permettra. Et puis, je renouvelle l'invitation que vous a formulée Laurent tout à l'heure pour venir faire une masterclass à la boutique. Notre horloger Pierre est là à temps complet en boutique, ce qui nous permet de vous proposer, si vous êtes d'accord pour vous nous accorder 2 ou 3 heures de votre temps, une expérience plus complète, plus personnelle et aussi interactive, puisque vous pourrez apprendre à monter et démonter un mouvement pour apprécier toute la difficulté de ce geste et du savoir-faire de nos horlogers. Donc je vous engage à venir nous voir pour en apprendre plus et découvrir toute la suite de cette histoire qu'on a commencée aujourd'hui ensemble. Merci encore au Point pour cette opportunité. On est ravis d'être allés à la rencontre des lecteurs, Hervé et moi, depuis la place Vendôme. Et puis on va laisser la parole à Emmanuel Macron, comme on l'a dit plusieurs fois, parce que c'est l'heure. En attendant,
Pour se décontracter avant les annonces qui ne seront peut-être pas plaisantes, on vous propose de regarder une dernière fois la vidéo de Benedict Cumberbatch qui vous présente la Polaris Memovox et qui vous propose un petit moment de méditation. Merci encore, à bientôt, bonne soirée, au revoir.